Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Si ton intention, c'est de créer de l'impact, laisser une trace positive dans ce monde, contribuer à un monde meilleur, eh bien, tu vas avoir dans ton quotidien des portes qui vont s'ouvrir et des rencontres aussi. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Fatima Zibou, politologue et chercheuse en sciences politiques et sociales. Fatima se décrit comme une entrepreneuse sociale. Elle s'intéresse particulièrement aux enjeux d'inclusion pour les personnes issues de la diversité et des quartiers populaires. Si vous ne la connaissez pas, vous verrez assez vite que Fatima est une femme très active. Lors de cette interview, elle nous décrit son intérêt pour les projets à impact et ses secrets pour être active sur plusieurs fronts à la fois. On est heureux quand on arrive à concilier ses aspirations les plus profondes avec ce qu'on fait. Et les gens qui ressentent un décalage entre ce qu'ils font et entre ce qu'ils sont, ils vont être tiraillés. Il y aura quelque chose ça va pas aller. Et quand tu arrives à concilier les deux, si tu concilies ce que tu es avec ce que tu fais, il y a quelque chose de magique qui se crée. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Fatima. Alaykoum salam wa rahmatullah. Comment vas-tu? Alhamdulillah, très bien, je vais bien. Je te remercie. Tu es à Bruxelles, c'est ça? Je suis basée à Bruxelles, j'habite Molenbeek. Et je suis bruxelloise depuis toujours, en fait, parce que non seulement je suis née à Bruxelles, mes parents se sont mariés à Bruxelles, ce sont mes grands-parents qui sont arrivés en Belgique et toute ma famille est en Belgique. Donc, je suis très attachée à ce pays, à Bruxelles et à Molenbeek en particulier. Cool. Bah écoute, Fatima, pour commencer, je te propose de te présenter assez rapidement, de nous dire un peu qui tu es. Alors, une question qui n'est pas toujours évidente à répondre, Oui, oui, je sais. dans le sens où Euh, j'ai parfois du mal à me définir parce qu'en fait, je ne me définis pas avec une seule fonction, un seul rôle. De manière générale, je me définis comme étant une entrepreneuse sociale. C'est un terme que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, entrepreneur social. Et cela me va bien parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui essaye, à travers des activités sociales qui ne sont pas lucratives, d'essayer de développer de l'impact là où il est. Et que dans cette perspective, finalement, toutes mes actions, toutes mes activités personnelles et professionnelles se orienter vers cette question de l'impact et puis précisément vers la question, l'enjeu de l'inclusion des personnes issues de la diversité, des personnes issues des minorités, des quartiers populaires. Et donc, dans ce cadre-là, je me définis comme étant une politologue, chercheuse en sciences politiques et sociales, qui est en train de finir un doctorat en sciences politiques et sociales. Je suis actuellement manager aussi dans un service d'un organisme public, l'Office de l'emploi bruxellois, l'équivalent en France du Pôle emploi. Et là, je suis manager d'un service qui est dédié à l'inclusion des personnes discriminées sur le marché de l'emploi. Et je suis par ailleurs active au sein de la société civile depuis 20 ans, donc dans différentes structures, associations. Mais je ne me définis pas au nom d'une association en particulier, peut-être plutôt comme un électron libre qui sait d'apporter là où elle peut semer des graines. Ok. Tu as grandi à Bruxelles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton éducation, ton parcours éducatif en Belgique? Oui. Alors, je viens, comme pour beaucoup de familles issues d'immigration, d'une famille ouvrière. Mon père est électricien, ma maman qui s'est consacrée à ses enfants, qui n'a jamais été à l'école et qui nous a toujours poussés à étudier, euh, mais vraiment de façon très forte, hein, au point que quand je voulais l'aider pour cuisiner, elle me dit non, ma fille, tu vas dans ta chambre, tu vas lire et tu vas étudier. Donc, c'était assez obsessionnel pour elle et c'était aussi une fierté que je puisse faire à l'université. Je suis d'ailleurs la première au sein de ma famille à avoir fait l'UNIF. Quand je dis ma famille, je ne parle pas uniquement je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants, donc je ne parle pas uniquement de mes frères et sœurs, je parle vraiment de mes cousins, cousines. Donc on est quand même près d'une centaine. Et donc, j'étais la première à faire l'université, ce qui a été une fierté pour mes parents. Et mon papa, pareil, c'est quelqu'un qui m'a vraiment fortement poussée à mes études. Et puis, je suis rentrée à l'université un peu par hasard.
un peu par hasard parce qu'en fait, lors de mes dernières années avant le bac, j'étais dans une école, assez bonne école qui préparait justement aux études supérieures. Et puis je suis arrivée à l'UNIF, c'était un monde nouveau pour moi. J'ai galéré, franchement, c'était très dur parce que voilà, j'étais avec des étudiants dont les parents étaient parfois universitaires ou qui étaient très engagés, qui avaient déjà lu la plupart des ouvrages de référence. Nous n'avions pas de livres à la maison. Donc, ça a été un vrai challenge pour moi. Donc, j'ai dû effectivement bosser beaucoup plus. J'ai recommencé ma première année. J'ai persévéré. J'ai fait mes études un peu plus longtemps que les autres, c'est vrai, mais je n'ai pas lâché. Et donc, je suis diplômée en sciences politiques. Et puis après cela, je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant, les sciences politiques. Donc, j'ai fait un master de spécialisation en droit de l'homme. Et puis, ça a tellement bien fonctionné que j'ai pu publier un ouvrage dans le monde académique qui était basé en fait sur mon mémoire de fin Mhm. d'année. Et puis, on m'a proposé de travailler dans la recherche universitaire. Et donc, j'ai travaillé dans le monde académique pendant plus de 10 ans. J'ai travaillé à l'Institut d'études européennes, j'ai travaillé au Centre d'études d'ethnicité et d'immigration. J'ai pu voyager vraiment à travers le monde grâce justement à ce métier de chercheuse. Et on m'a proposé de faire un doctorat. Donc ça aussi, ce n'était pas vraiment prévu. C'était assez Mhm. inattendu. Et en fait, ma vie a été aussi une succession de portes qui se ferment, qui se sont ouvertes aussi. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis manager. Je ne pensais pas qu'un jour je serais manager. Et donc, je gère de, de 13 personnes. Et donc, avec qui ça se passe super bien. J'ai instauré le management participatif. On essaye d'avoir vraiment des indicateurs qui font que notre service rayonne. Au niveau de notre ville, au niveau national, mais aussi de l'international. Euh, donc Ok. voilà. On en reparlera, mais du coup, tu as dit que tu as commencé tes études en politique. Pourquoi la politique? Alors, moi, ce que j'ai toujours voulu faire, c'était aider les autres. Donc, c'est vrai que je suis passée d'assistante sociale à médecine, mais en tout cas, je voulais être au service de l'humain. Euh, et donc, mon papa me disait, ah, j'aimerais bien que ma fille soit docteur, mais je n'étais pas, enfin voilà, enfin, tout ce qui était biologie, anatomie, c'était pas trop mon truc. Et donc, la revanche, c'est que j'espère être docteur, mais pas en médecine, mais docteur en sciences politiques et sociales. J'ai voulu aussi être assistante sociale. Et ma maman dit, ah non, 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 c'est de gérer les problèmes des autres. Elle avait un peu peur, je ne sais pas pourquoi. Euh, mais je trouve que c'est un tellement beau métier et je trouve ça vraiment magnifique. Je trouve que c'est peut-être pour ça aussi que je suis active dans le social. C'est une façon à moi d'être assistante sociale. Mais j'ai choisi les sciences politiques parce que je suis quelqu'un qui est curieuse de tout, de toutes les disciplines. Mhm. En fait, on peut me parler de tout. Ça me passionne. Je suis une passionnée de l'histoire, de la géographie, vraiment de tout, en fait, de la sociologie. Et en fait, les sciences politiques, c'est vraiment le carrefour de toutes les disciplines. Et donc, j'ai eu de la chance durant mes études universitaires de pouvoir justement avoir ces cours d'histoire, de géographie, de statistique, de sociologie, enfin vraiment de droit aussi. Et donc, voilà. C'est pour ça que j'ai choisi les sciences politiques. Et puis, c'est vrai, je suis passionnée par la politique. D'ailleurs, mon premier ouvrage a traité de la participation politique des personnes d'origine étrangère, parce qu'en fait, il faut savoir qu'à Bruxelles, on est la région qui a la configuration la plus diversifiée du Parlement. Donc, un élu, un député bruxellois sur 5 est de culture musulmane. Et donc, par comparaison aux autres pays en Europe, mais aussi si on regarde les pays occidentaux, de manière générale, il n'y a pas la même configuration. Donc, c'est très diversifié chez nous. C'est trop bien. D'ailleurs, on a eu la première députée qui portait son foulard Oui, il y a j'ai un vu peu plus ça. de Oui. 10 ans, en 2009. Oui. Ok, trop bien. Ensuite, tu t'es rendu compte que c'était pas assez. Tu as dit pourquoi tu as rajouté un master derrière. Parce qu'en fait, les études de sciences politiques, eh bien, c'est le revers de la médaille de ce que je viens de dire. C'est que c'est le carrefour de différentes disciplines, mais ça reste très général, en fait. Ça Ok. reste très général et il fallait compléter mon master par quelque chose qui corresponde aussi à mes engagements personnels, à ma vision du monde et les droits de l'homme. Ça correspondait vraiment
à des convictions fortes, donc de Mhm. justice, d'égalité, de liberté également. Et donc, j'ai fait ce master qui était passionnant. Et donc, c'était en fait une carte supplémentaire dans mon arc. Mais après, j'ai continué, hein, bien évidemment, à faire Mhm. d'autres études, hein. J'ai aussi un certificat interuniversitaire sur les enjeux d'islam dans les sociétés contemporaines. Et Mhm. voilà, j'ai multiplié aussi les cursus. Pour moi, en fait, les études, ça ne doit pas s'arrêter, hein. Quand on rentre dans le milieu professionnel, ça doit continuer constamment, quoi. Là, je suis une formation sur le management, donc management, enfin, tout le parcours managérial, ça me passionne aussi. Et voilà, chaque année, en fait, je me dis, Je apprends quelque il chose faut de nouveau. que j'ajoute une formation. Mais je pense que c'est aussi lié peut-être à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est qu'on pense qu'on n'est jamais assez légitime, qu'on pense qu'on n'est jamais assez compétent pour pouvoir finalement s'exprimer, pour pouvoir être voilà, et donc moi j'adore cette phrase de Kerry James qui dit on sera deux fois plus discriminé, on aura deux fois plus de galères, mais on aura deux fois plus de mérite. Hmm. Je pense pas forcément que ce soit le syndrome de l'imposteur. Enfin, peut-être pour soi, je sais pas, mais on vit dans une société maintenant où, dans un environnement où on a besoin d'apprendre maintenant pour pouvoir continuer. Si on n'apprend pas, on est vite largué. Donc, qu'on ait le syndrome ou pas, de toute façon, on est obligé d'apprendre, je pense. En fait, quand on est curieux et passionné, moi on peut me parler des fourmis en Amazonie ou du matriarcat en Indonésie. Je ne sais pas Mhm. ce qui se passe, mais je suis branchée en fait, hein. Hmm. Et voilà, et puis on a une offre aussi de documentaires, de reportages qui permet aussi, et d'ouvrages bien évidemment, hein, qui permet vraiment d'apprendre. On a passé avec une vie d'ailleurs. Et ça amène même à mettre en place des stratégies très très fines pour pouvoir augmenter ces connaissances, hein. Moi, personnellement, je suis très addict au podcast, mais aussi au reportage d'Arte. C'est énorme, en fait, hein, tout ce qui a Hmm. possibilité d'apprendre. Et en réalité, ce sont à chaque fois des éléments nouveaux qui permettent de mieux comprendre le monde, hein. On pourrait croire que de l'extérieur, ça n'a rien à voir, mais en fait, non. Tout, 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 tout s'explique, quoi, hein. Je regardais un reportage sur Confucius, la façon de organiser l'État, c'est énorme sur ce que ça nous dit d'aujourd'hui, de nos démocraties, par exemple. La question du Hmm. matriarcat en Indonésie, c'était incroyable. C'est un reportage qui se trouve sur Arte, qui montre comment, en fait, des populations musulmanes eh bien, sont gérées par des femmes, parce qu'en fait, il y a un système matriarcal qui était présent bien avant l'arrivée de l'islam et qui s'est maintenu et qui montre que dans un système matriarcal, c'est lourd pour les femmes, c'est dur pour les femmes, en fait, qui sont Hmm. amenées à... Mais c'est vraiment passionnant, quoi. Et Ouais. il y a aussi ces fameux reportages des trains, hein. Je ne sais pas si vous connaissez, Non. ça s'appelle le train. En fait, c'est voyager avec le train. Je ne me rappelle plus exactement du titre de l'émission, mais ça dit tellement aussi, hein, finalement, sur un pays, sur une ville. Donc Hmm. voilà, cette soif d'apprendre, quand on l'a, malheureusement, c'est à vivre de façon très frustrante parce qu'en fait, on n'en a jamais assez d'apprendre. C'est clair. C'est clair. On apprend quoi dans un master en droit de l'homme? Vous enseignez quoi? Alors, dans un master en droit de l'homme, ce qu'on apprend, c'est bien évidemment c'est très axé sur les droits humains, donc les droits autour de la liberté d'expression, toute la jurisprudence. On a beaucoup analysé, par exemple, une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, hein, qui mettait en évidence justement ces discussions qu'il y avait sur les libertés religieuses, les libertés de conviction, la façon dont les normes sont hiérarchisées, comment est-ce qu'on gère la question des mesures disproportionnées, de l'intérêt général. En fait, moi, ce que ça m'a appris, c'est surtout une réflexion sur la façon dont on gère les différends, les malentendus. Et moi, personnellement, dans le cadre de ce master, je me suis surtout intéressée sur les questions de justice transitionnelle, la justice réparatrice, hein, Hmm. comme on en a eu en Afrique du Sud, au Rwanda. C'est quand finalement, on fait participer la population pour réparer, en fait, des drames terribles au niveau humain. J'avais fait, moi, personnellement, mon travail sur cette justice réparatrice au Maroc, euh, notamment suite à l'époque où il y a eu vraiment ces, euh, ces exactions au niveau des droits humains au Maroc, et comment en fait cette justice
réparatrice a permis aussi quelque part de réhabiliter la population à avoir plus confiance à la justice du pays. Mais moi, ce qui m'a surtout, en tout cas, nourri aussi, c'est toutes les questions de justice euh, autour des dispositifs antidiscrimination. D'ailleurs, je travaille actuellement dans un service antidiscrimination et, et c'est vraiment très utile pour être outillé par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, cette réalité de la discrimination qui est massive, qui est structurelle, qui est systémique dans les pays qui connaissent une population multiculturelle Oui. qui sont très super diversifiées. Tu as dit aussi plutôt que ce qui t'intéresse, c'est d'avoir de l'impact. Euh, Quel type d'impact tu souhaites avoir et d'où ça devient aussi cet intérêt pour avoir de l'impact? C'est une bonne question. D'où me vient l'intérêt d'avoir de l'impact? C'est parce qu'en fait, pour moi, cette question d'impact, elle est limite obsessionnelle. Parce qu'en fait, on est sur Terre, on n'a qu'une vie sur Terre, et on doit se poser la question du sens de nos vies, le sens de notre quotidien. Et je n'arrive pas à me dire qu'on est là pour manger, dormir, boire, le fameux métro, boulot, dodo. C'est quelque chose qui ne rentre pas dans mon logiciel. Et Mhm. c'est vraiment cette obsession de se dire, mais qu'est-ce que j'apporte à l'humanité, dans ma société, à mon quartier, à ma famille, dans mon travail? Qu'est-ce que j'apporte? Quelle est ma graine? Quelle est ma contribution? Et c'est une question qui m'habite tellement que je ne dors jamais sans me poser la question de quels sont les trois points forts, les trois points de contribution, les trois points où j'ai accompli quelque chose. Mais ça peut être des choses très mineures, hein, comme aider une personne, être à l'écoute de quelqu'un, pouvoir voilà, rédiger une note qui va peut-être permettre de changer les choses au niveau politique. Et alors, comme il n'y a pas que les trois points, c'est aussi les trois points d'attention. Donc, j'essaie toujours de dormir en me disant, mais tiens, quels sont les trois points que je dois absolument améliorer? Et je fais vraiment ça tous les jours avant de m'endormir. C'est devenu une gymnastique mentale. Et, et il faut que je me dise, voilà, j'ai été utile dans ça, ça, ça. Et ça fait partie de cette question du sens que je donne à ma vie, à mon quotidien. Et pour moi, on est là pour créer de l'impact, quoi. Je veux dire, quand on... Je viens de terminer le bouquin de Yuval Harari, cet auteur israélien qui a écrit cet ouvrage, Histoire, Sapiens, Histoire de Sapiens, l'humanité, très connu. et, ouais, et qui met en évidence, je veux dire, vraiment, finalement, l'évolution de l'humain, de tout ce qu'il a apporté, je veux dire, voilà, un système, pour le changer, il ne faut pas être un mouvement. Une personne peut permettre de bouger les lignes. Donc, Oui. voilà, c'est ça que... Et comment est-ce que tu évalues ton impact? C'est des choses, tu as dit parfois des choses très mineures, ou tu vois les choses en grand, c'est quoi que tu vises? Alors, j'ai pas développé des KPI précis, des indicateurs permettant de dire, voilà, si j'ai atteint autant de personnes, autant de... Non, c'est pas comme ça. Non, non. C'est une philosophie de vie, en fait. C'est une Mm. philosophie qui accompagne chaque fait et geste, en réalité. Dès le réveil, dès le matin, jusqu'au soir avant de dormir, quoi, là, avec ce bilan. Et il se fait vraiment de toutes les manières. C'est-à-dire que tout ce que je fais doit être accompagné du sens, d'une intentionnalité forte. Euh, Par exemple, le fait d'accepter cet entretien avec toi, pour moi, l'idée, c'est aussi de me dire, voilà, c'est d'avoir quelque part de l'impact en partageant un parcours, en disant que même si c'est difficile, même si on doit bosser plus, même si on galère plus, que c'est possible, que même quand on est femme, quand on est d'origine marocaine, qu'on porte un foulard, qu'on ne vient pas d'un milieu privilégié, que c'est possible. Et pour moi, c'est important de pouvoir faire passer ce message aux plus jeunes, parce que la réalité de la société fait que c'est tellement violent, que c'est tellement lourd, qu'on nous renvoie tellement de messages négatifs à l'égard de ces femmes musulmanes, que j'ai envie de dire, ben non. Et non, non, non. Euh, Tu as parlé de plafond de verre. Moi, il n'y a pas que le plafond de verre, il y a le plancher collant, il y a les murs, il y a tout en fait. Et que c'est compliqué. Et c'est Oui. vrai, c'est compliqué.
Mais on ne va pas Ouais. se laisser faire et on ne va rien lâcher. On va Ouais. persévérer pour tout briser et avancer. Et, et, euh, mais du coup, si on reste un peu, parce que le sujet de l'impact, c'est quelque chose qui me passionne et c'est aussi quelque chose que j'essaie d'avoir avec ce podcast. Est-ce qu'il y a un type d'impact qui te passionne, qui t'intéresse plus que d'autres? Oui, il y en a deux en fait, mais qui sont liés. Le Mhm. premier, c'est créer un maximum de connexion entre des personnes qui ne se connaissent pas. Je pense que c'est la meilleure façon de lutter contre les discriminations, les préjugés, les stéréotypes. Je pense que beaucoup de gens ne se connaissent pas en fait. Et que même si on vit dans une ville qui est diverse, en réalité, ce sont des univers qui se côtoient. On est toutes et tous dans des espaces entre-soi, qui fait qu'en fait, il est où le message, le discours qui pourrait permettre de se dire, ah, mais tiens, en fait, c'est pas ce que je pensais quand je te rencontre. Et on l'a toutes et tous, hein, je veux dire, moi-même, hein, je veux dire, le fait de rencontrer des personnes qui viennent d'un tout autre univers que moi, pour moi, c'est une richesse énorme. Et Mhm. pour moi, le fait de jouer ce rôle de pont entre des univers qui ne se côtoient pas, pour moi, c'est aussi ça créer de l'impact parce que ça a une incidence très profonde sur le changement de mentalité et sur la façon dont on réfléchit, une, comment faire société en fait. Pour moi, Mhm. ça c'est le premier défi. Et le deuxième défi, mais il participe de la même chose, c'est que moi, il est lié au fait que je n'hésite pas à prendre la parole publiquement, que ce soit au niveau médiatique, que ce soit au niveau des événements que j'organise, parce que je pense que c'est un vecteur de changement de mentalité, en fait. Combien de Ouais. fois je ne suis pas dans des arènes un peu très privilégiées, bon chic, bon genre, et qu'on vienne vers moi, qu'on me dise, mais faut parler bien français. Je veux dire, on en est là, hein, parce que j'ai un look différent, parce que je suis d'une origine différente que là où je suis, eh bien, on se rend compte en fait enfin, du gap qu'il y a en termes de méconnaissance de l'autre. Et donc, pour moi, ça, c'est important. Et donc, c'est vraiment un travail de déconstruction pour moi, l'impact. Ok. C'est quoi les difficultés que tu as à atteindre à avoir ce genre d'impact? Au niveau des difficultés, je dirais, mais parfois on sent soit le mépris, soit l'hypocrisie dans le regard de l'autre, mais il ne faut pas s'attarder là-dessus, faire fi et avancer Mhm. et briller. Au niveau des difficultés, c'est que on va peut-être pas, dans un premier abord, vous prendre en considération, parce qu'en fait, il y a vraiment ce mépris de classe, ce mépris de race, ce mépris. Euh, Mhm. et donc, c'est vraiment pouvoir le dépasser et avancer. Ça m'est arrivé, c'était il y a 10 ans, ça m'avait fort marqué, hein. J'étais arrivée à un plateau télé pour participer dans une chaîne nationale sur un débat politique. Et le journaliste, je pense qu'il n'avait pas googlé mon nom. Et donc, j'étais Mhm. arrivée et il me dit, est-ce que je peux vous aider, vous accompagner, monsieur? Je dis, non, non, non. Je sais pas, t'imagines, vous m'avez invité pour intervenir. Regardez, et il ne s'attendait pas à me voir avec Choqué. mon look, en fait. Et c'était très Ouais. difficile aussi d'avoir ma place dans ce débat-là parce qu'il n'a pas voulu me donner la parole. J'ai dû l'arracher, Mhm. en fait. Ça, c'est difficile. Euh, Mhm. Être interrompu, ne pas avoir, devoir s'imposer comme ça, c'est pas gay en fait. C'est C'est pas gay. pénible. Déjà en tant que femme, hein, Mhm. c'est le mansplaining, c'est vrai, on connaît le men's interrupting et tout, on connaît ça. Alors quand on est une femme d'origine coiffée d'un foulard ou d'un turban sur la tête, je peux te dire que c'est encore plus compliqué, quoi. Mhm. J'allais te demander aussi comment se fait-il que tu es aussi enfin médiatisé, pas hyper médiatisé non plus, mais tu participes dans les plateaux TV, tu es active. Pourquoi est-ce que toi en particulier tu es plus représentée que d'autres femmes voilées ou d'autres personnes musulmanes? Euh, je pense que, je ne sais pas te répondre comme ça à cette question, mais si je réfléchis avec toi à cela, c'est peut-être parce que c'est vrai que j'ai essayé de développer en tout cas une expertise sur des questions sociétales. J'ai jamais voulu qu'on m'enferme sur des questions liées au fait que je sois musulmane ou que j'habite Molenbeek ou que je porte un foulard. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai toujours été très vigilante. D'ailleurs, quand on a connu les attentats à Bruxelles,
en mars 2016, je refusais systématiquement toutes les interviews qui étaient liées justement à la question de l'islam ou à la question du fait d'habiter Molenbeek. Je ne voulais pas qu'on me réduise à ça. Pour moi, c'était un véritable défi parce que pour moi, il fallait qu'on me considère comme n'importe quelle chercheuse, n'importe quel politologue, sur base de mes expertises, sur base de mes publications, de mes recherches, de mes travaux, et pas sur base de mon origine, de mon faciès. Donc ça, c'était un véritable défi. Il y a aussi le fait que je suis aussi particulièrement impliquée dans différents projets autour de la démocratie délibérative, autour des questions du genre, autour des questions de lutte contre la discrimination, qui fait que je suis positionnée dans le débat public sur ces questions-là. Et puis, c'est ce qui m'a amené Mhm. aussi à recevoir un certain nombre de titres ou de prix qui m'ont permis aussi d'être reconnue finalement, même dans cet espace mainstream. Hein. Je viens d'être désignée comme faisant partie des 40 leaders belges de moins de 40 ans. Euh, j'ai été aussi, il y a quelques années, considérée comme faisant partie des 9 personnalités bruxelloises. J'ai reçu également le prix de l'Observatoire des politiques culturelles pour mes travaux. J'ai été désignée comme personnalité belgo-marocaine dans le cadre d'un prix, d'un concours qui avait été organisé aussi au niveau de la Belgique. J'ai été désignée par le ministre des Affaires étrangères comme ambassadrice de la diversité belge. Mhm. Et récemment, il y a un an, donc c'était juste avant le confinement, j'ai été accueillie au Palais Royal par le roi et la reine de la Belgique comme faisant partie des 10 femmes belges à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Et donc, je pense que c'est lié au fait que j'ai été impliquée en développant donc une expertise dans mon champ disciplinaire, hein, les sciences politiques et sociales, mais aussi par 20 ans d'engagement euh, au sein de la société civile. Mais Mhm. donc tout ça fait que peut-être que la parole a permis d'avoir peut-être plus de légitimité et voilà. Mais c'est vrai que voilà, il y a quelques jours, je viens de participer à un débat télé sur la question de la sous-représentation des femmes dans les fonctions managériales. Donc, ça n'a rien à voir avec les questions de diversité ou de management, mais plutôt lié au fait que je travaille dans un organisme de l'emploi. Lorsqu'on a eu le gouvernement qui a été formé, ben, on m'a contacté pour adresser la lettre au gouvernement sur voilà, quel est le chantier prioritaire sur lequel il faudrait travailler. Donc, moi, j'ai vraiment émis une proposition sur la démocratie délibérative, participative, parce que je pense que la démocratie représentative qui fait qu'on doit demander aux citoyens leur avis une fois tous les 5 ans dans les urnes, ça ne fonctionne plus. Et qu'il faut aujourd'hui Mhm. impliquer les citoyens dans la décision de manière beaucoup plus générale, notamment sur les enjeux climatiques, sur les enjeux de pauvreté, d'inégalité. Et puis les questions femmes, ça aussi, ça me passionne vraiment fortement, parce que je pense que ce sont des espaces où il y a vraiment possibilité de faire des choses énormes. Je crois très fort en la sororité. Comment tu fais pour gérer tout ça, à la fois de ton travail à plein temps? C'est marrant parce que quand on me pose la question, la première chose qui me revient, c'est de me dire, mais non, en fait, je n'en fais pas assez, en fait. J'aimerais tellement pouvoir faire plus et que c'est pas suffisant. Mais Mhm. vraiment, je trouve que c'est pas assez. Alors, je pense qu'il y a aussi l'organisation peut-être de sa façon de gérer le temps. Moi, maintenant, par exemple, au niveau des réunions, je vais vraiment vers des réunions de 30 minutes. Hein. C'est fini les réunions de 2 heures. Je veux dire, c'est pas efficace. Donc, la préparation est importante. Pourtant, je dors 7-8 heures. J'en ai vraiment besoin. Donc, je suis pas quelqu'un comme certains grands entrepreneurs qui vous disent je dors 3-4 heures par nuit, je me lève à 4 heures du matin. J'ai essayé le Mhm. miracle morning, c'est pas pour moi. Voilà, je suis très productive. Je suis plutôt productive vraiment vers 17 heures. Donc, c'est pas du tout. Je suis pas quelqu'un du matin. Je suis en plus maman hein, d'un petit garçon. Et je passe beaucoup de temps avec ma famille, mon papa, mes sœurs. Donc, c'est pas que, pour moi, c'est même prioritaire. Donc, voilà, on peut pas ne pas investir du temps à l'extérieur et négliger sa famille. Ce serait un non-sens, ce serait paradoxal. Je Mhm. crois que c'est une gestion de temps. C'est vrai que j'ai une façon très minutieuse d'organiser mon temps. Hein. Donc, quand je me réveille, voilà, Tu travailles à quand je quelle prépare heure? le petit déjeuner, moi, 7 heures du matin. Donc, 7 heures, Ok. 7 heures. Normal. Donc, Ouais. voilà, normal, quoi. Donc j'écoute mon journal de 7 heures.
prépare voilà, le goûter de mon fils. À 7h30, j'écoute le journal bruxellois. À 7h42, j'écoute l'invité du jour. Donc, ça donne le tempo d'actualité de la journée. À 8h pile, c'est vraiment très chronométré. Hein, je veux dire, je prends mon café entre tel moment. C'est très précis. Voilà, je commence au boulot, j'arrive, il est 9h du matin. Mhm. Je passe toujours 10 minutes pour la planification des objectifs prioritaires de la journée. Puis j'enchaîne mes réunions, mon travail de préparation. À midi, j'en profite aussi pour voir les personnes que je dois voir en fonction de mes projets que je fais à côté de mon travail, où j'essaie de travailler voilà, sur l'analyse. Euh, Au boulot, je finis à 17h. À 17h, je rentre, je cuisine, tout en écoutant le débat Podcast. du jour, Le Makers. l'intervention, voilà, les podcasts. Voilà, c'est vraiment très, voilà, 18h, souvent je me pose. Et donc là, j'écris aussi. Hein, j'ai pas mal de publications qui sont sur le feu. Voilà. Oui, c'est vraiment très chronométré, en fait. Hein, donc, voilà. Mais maintenant, j'essaie aussi de faire en sorte que le dimanche, je ne fais rien de tout ça et que, voilà, je passe beaucoup de temps à, à gérer ce qui est de la maison, quoi. Hein, je veux Oui. dire. Mais Mais pour j'ai être pas impliqué l'impression. dans... Tu es assez impliqué quand même dans la vie locale. Tu as dit que tu es un électron libre un petit peu, donc tu aides certaines assos, tu participes à la création d'autres assos, etc., etc. Ça demande du temps. Enfin, c'est pas entre 18h et 19h que tu peux faire Oui, ça. oui, ça demande du temps, d'autant plus que je préside un think tank. C'est vraiment un think tank avec des profs d'UNIF, avec vraiment des personnalités bruxelloises pour penser l'avenir de Bruxelles. Et Oui. là, je le fais le samedi matin. Je suis aussi présidente d'une maison de jeunes, le foyer des jeunes à Molenbeek. Là, je le fais sur le temps de midi, une fois par semaine. OK. J'ai cofondé le W100, qui est un réseau de 100 femmes leaders à Bruxelles. Et donc là, je fais ça souvent, donc le samedi, deuxième partie de journée. Et je travaille, enfin voilà, quand je marche, je passe mes coups de fil que je dois faire. C'est aussi c'est une façon aussi de faire du project management. Donc j'essaye, voilà, je gère une équipe et j'essaye de mettre une priorité pour avoir des one-to-one avec eux régulièrement chaque semaine. Voilà, je fais partie aussi de comités d'accompagnement, de projets, de jury aussi. Mhm. Mais pour moi, c'est vraiment une question de puzzle. Hein. Moi, mon planning, c'est vraiment, je mets tout comme un puzzle. Bon, c'est vrai que Ouais. parfois c'est difficile, on a mis du temps avant de planifier ce rendez-vous, mais on y est arrivé, c'est ça le plus important. Mais donc, Ouais. c'est vraiment une question voilà, c'est vraiment, moi, mon agenda, c'est plein de morceaux de puzzle que j'essaye vraiment de mettre Mais c'est aussi une dans mon question de... entreprise. Parce que ton puzzle, ta zone, elle est limitée quand même. Tu peux pas tout mettre dedans. Donc, il y a aussi une question de priorisation. Ouais. Tu priorises comment ce que tu veux faire. L'idée, c'est qu'au niveau de ton temps, tu as 80%, 20%, et c'est dans les 20% qu'on est le plus productif. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui vit un peu au jour le jour, dans le sens où je ne planifie pas les choses longtemps à l'avance. J'ai beaucoup de difficultés, sauf bien évidemment des obligations qui impliquent d'autres personnes. Mais quand il s'agit de moi, parce qu'à cela s'ajoute aussi les nombreuses interventions que je fais en termes de conférences, d'interventions médiatiques ou d'écriture. Mais en fait, j'ai une capacité de préparer ça euh, le jour même, en fait. Mais c'est aussi lié au fait que ça fait 20 ans que je travaille. Donc, je pense que c'était cet acteur américain, c'est Morgan Freeman qui disait, si je suis arrivé aujourd'hui à faire en 20 minutes ce que d'autres font en 3 heures, c'est parce que j'ai travaillé pendant des années pour y arriver. Je veux dire, Mhm. demain, j'interviens à la Commission européenne, à présence de la commissaire européenne à l'égalité, en présence d'un ministre, du ministre du Portugal à l'égalité, avec des managers diversifiés de grosses entreprises. C'est demain, je vais préparer ça. Euh, une heure avant, tu vois, parce que je connais mon message. J'ai finalement cette boîte noire, un peu comme dans les avions où il y a ce contenu. Après, pour moi, il suffit de mettre en place, par rapport au cadre, les objectifs, développer ça en message. Et donc, généralement, je fais ça en 3 points. Et puis, j'y vais et le message passe.
Donc, pour moi, je sais que certains ont besoin de beaucoup plus de préparation. Moi, je veux dire, je suis arrivée avec ma première ligne. C'est pour ça que, en fait, mes expériences, elles sont complémentaires. C'est-à-dire que mon action de première ligne sur le terrain, mon travail d'académique, d'analyse, de recherche et de lecture, plus ma profession qui est plutôt organisationnelle, permettent de compléter et de permettre d'être voilà, à jour. Généralement, quand je fais une intervention, bah, c'est souvent sur le trajet que je prépare et j'arrive à passer mon message. Et ça, c'est le plus Mhm. important. Tu vois, donc, c'est très difficile hein, d'expliquer, hein, parce qu'en fait, finalement, je constate avec toi, parce que tu me poses la question, parce qu'en réalité, je n'ai jamais vraiment réfléchi, mais je me rends compte que peut-être ma capacité de préparation va plus vite parce que je suis arrivée à optimaliser finalement toutes les connaissances que j'ai pu accumuler à travers mes différentes expériences, quoi, tu vois. Mhm. Est-ce que tu es stressé? Non, plus maintenant. Je suis totalement dans le lâcher-prise, en fait. Il y a quelques années, oui, c'est vrai que j'arrivais à avoir ce stress. Maintenant, pas, en fait. Je suis vraiment dans le « ouais, cool ». Et donc, vraiment, je suis dans… mon intention, c'est quoi? C'est de faire passer tel message. OK. En termes de préparation, qu'est-ce que j'ai besoin? OK. Et puis, j'y vais, en fait. Je crois que c'est devenu une routine. Donc, je ressens plus ce stress. Je suis dans le lâcher-prise. Et en fait, lâcher prise, c'est vraiment une clé très, très utile pour augmenter les performances. Parce que quand on stresse, on brûle beaucoup d'énergie. Et alors, Mhm. du coup, le stress, une de ses manifestations, c'est la procrastination aussi. Donc, en fait, je ne fais pas, j'attends et en même temps, je rumine. Et quelle perte d'énergie, en fait. Quand on est dans le Mhm. lâcher prise, on avance, quoi. On ne regarde ni à gauche ni à droite. On y va, quoi. Oui. Comment tu fais pour garder l'énergie sur le long terme? Tu dois sûrement avoir des jours où tu as envie de rien faire, où tu es fatigué. Comment tu Oui, fais bien pour entendu, enchaîner? hein. Mhm. Oui, bien entendu que j'ai des jours où je suis fatiguée, que je ne veux rien faire, c'est clair. C'est pour ça que j'essaye quand même de préserver mon dimanche, pour vraiment être en mode chill, cool, pour regarder ma série, pour cuisiner. Le dimanche, je fais mes gâteaux, mes pains. Enfin, voilà, et là aussi, hein, je fais aussi, je prépare longtemps à l'avance. Par exemple, durant le ramadan, pour la soupe, voilà, moi, j'achète beaucoup de légumes d'un coup et que je coupe tout en morceaux, que je congèle. Donc, c'est aussi une organisation, hein, je veux dire, par rapport à la maison. Mais, la question de finalement la force, les ressources, pour moi, c'est dans deux choses. C'est dans la gratitude. La gratitude, pour moi, c'est une clé qui donne une force extraordinaire, en fait. Il suffit juste de lever les yeux au ciel, d'admirer, voilà, là c'est le printemps, la nature se réveille, c'est vraiment plein de petites choses, c'est le fait de respirer, rien que le fait d'avoir la santé, c'est changer le regard sur son monde, être plein de gratitude par rapport à, à tous les bienfaits en fait, que nous avons, malgré les épreuves, hein, parce qu'on est toutes et tous éprouvés, on a toutes et tous nos difficultés, il n'y a personne pour qui ça roule, quoi, hein, je veux dire, tous ces gens Ah, qui long fleuve postent tranquille. leurs photos sur Instagram. Non, 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 rien du tout, on est tous éprouvés, mais on peut rebondir là-dessus si on travaille la gratitude. La gratitude, c'est quelque chose qui est vraiment magique, mais dans Mhm. tout, quoi. Moi, j'ai eu le Covid, j'ai perdu le goût et l'odorat. Et je me dis, mais mince, je ne me rendais pas compte de l'importance du goût et de l'odorat, en fait. Où tu perds saveur de la vie, la saveur de ce que tu manges. Tu ne sens plus rien, en fait. Et je me dis, waouh, cette épreuve a permis de me dire, mais en fait, j'ai plein de gratitude pour ces deux sens, qui est le goût et l'odorat. Cette épreuve où j'étais vraiment 3 semaines KO m'a permis de me Mhm. rendre compte encore mieux du privilège d'avoir la santé. Donc, ça m'a donné une rage de vivre, une force terrible Mhm. en me disant, mais tant que j'ai la santé, tant que je le peux, j'y vais, je fonce, quoi, tu vois. Et la deuxième chose qui me donne une énergie incroyable, ce sont en fait les rencontres humaines. Chaque jour, je rencontre des gens qui me donnent une énergie incroyable parce qu'ils font preuve de résilience, parce qu'ils vont te donner une phrase sur le rapport à la vie qui va te transformer. Tu verras ce que j'appelle moi les héros et les héroïnes de l'ombre qui vont à leur niveau essayer de contribuer à un monde meilleur, contribuer à plus de justice sociale, faire en sorte de bouger pour faire société, pour donner sens à ce qu'elles font, qui vont dire mais waouh quoi. Et ça pour moi, c'est ce qui me donne le plus d'énergie en fait. Je ne sais pas comment t'expliquer, c'est un Mhm. effet juste extraordinaire en fait de rencontrer une personne qui, de là où elle est, bah, va contribuer à faire quelque chose. Et j'essaie de Mhm. m'entourer de personnes aussi qui sont à cette dynamique-là, parce que c'est une force.
Et comment tu t'entoures de ces personnes-là? Mais alors, voilà, tout est complémentaire. Donc, à travers le fait de créer des réseaux, par exemple, je parlais hein, de femmes qui font preuve de leadership. Quand je parle de femmes qui font preuve de leadership, je ne parle pas d'universitaires, du style entreprise. Il y en a, oui, mais pas que. C'est aussi cette maman qui, dans le quartier, va faire des sandwichs pour les réfugiés. Ça va être cette femme extraordinaire qui va travailler avec les sans-abri. Et en fait, je trouve que l'humanité est composée de personnes extraordinaires. Elles sont là et tu sais, je crois très fort à la loi de l'attraction. Tu vois, c'est que quand tu as un objectif, eh bien, certains disent tout l'univers, d'autres vont dire Dieu, d'autres vont dire la nature, que sais-je, eh bien, va concourir à la réalisation de tes aspirations les plus profondes. Et donc, qui vont faire que telle porte va s'ouvrir, tu vas rencontrer telle personne par hasard. Et donc, si ton intention, c'est de créer de l'impact, laisser une trace positive dans ce monde, contribuer à un monde meilleur, eh bien, tu vas avoir dans ton quotidien des portes qui vont s'ouvrir et des rencontres aussi qui vont se Mhm. créer. Alors, je sais que ça peut paraître pas très rationnel ce que je dis là, mais bon, il y a toute Si, une si, ça, littérature autour je de vois très bien ça. je vois très bien ce que tu veux dire. Mais moi, j'y crois très, très, très Mhm. fort, en fait. Je veux dire, ce que certains appellent des coïncidences, moi, je dirais que ce sont des rendez-vous donnés par Dieu, en fait, hein, qui font que tu Mhm. rencontres telle personne à tel moment, à tel endroit. Moi, chaque jour, mais vraiment, bon, moi, avec le confinement, je l'avoue, et ça se fait par d'autres canaux, mais chaque jour, je rencontre une personne sur mon chemin qui va m'amener quelque chose, quoi. Mais chaque jour, Mhm. en fait. Donc, soit il faut être très attentif, soit peut-être créer un écosystème qui permet de favoriser cette force hein, euh, et contribuer à cette loi de l'attraction, en fait. Tu vois? Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, moi, ce qui m'a été utile, c'est quand je trouvais pas forcément cet entourage, surtout quand on est jeune étudiant, etc. On n'a pas forcément, on peut pas fréquenter forcément les mêmes personnes facilement. Et pour moi, enfin, les podcasts et la lecture, à ce niveau-là, c'est hyper intéressant parce que c'est là, surtout les biographies. Moi, j'aime beaucoup les biographies. Euh, Retracer les vies de personnes, de personnalités impactantes ou qui font des grandes choses, en fait, ça rentre en nous en quelque sorte. Et c'est comme si on les accompagnait, en fait. Donc, c'est mon petit tip à ce niveau-là. Euh, Fatima, comment est-ce que l'islam, la spiritualité t'accompagne, toi, au quotidien? La spiritualité, pour moi, c'est en fait le lien euh, par rapport à tout ce que je fais. Donc, tout ce que je te disais sur la question du sens, de la gratitude, en fait, ça fait partie de ma spiritualité. C'est juste que parfois on utilise d'autres mots. La gratitude, Mm. pour moi, c'est hamdulillah, c'est shukroulillah, en fait. Hein. Donc, c'est ça, en fait. C'est remercier Dieu d'être là, c'est de remercier Dieu pour ses bienfaits, c'est de remercier Dieu pour les sens qu'il nous a donnés, Et on parle souvent de résilience, mais pour moi, la résilience, elle est aussi dans ma spiritualité et c'est aussi cette confiance en Dieu, qu'il y a une justice sur terre, que seul le bien compte, que le bien que tu donnes, il te revient en retour, que tu vois, Mm. c'est tout ça en fait, hein, tu vois, et c'est quelque chose qui t'accompagne 24 heures sur 24 en fait. Hein. Je dirais même pas du matin quand tu te réveilles jusqu'à ce quand tu dors, non, non, elle est constante et permanente. Et j'ai aussi beaucoup de gratitude de pouvoir aussi ressentir ça à l'intérieur de moi, tu vois, Mm. cette flamme, cette étincelle qui donne du sens. Et à chaque fois que, par exemple, je rencontre telle personne, ben, je me dis, je remercie Dieu, je dis, c'est magnifique, parce que pour moi, ça ne peut pas être du hasard, c'est pas possible. C'est tellement bien planifié, organisé à ce moment-là, mais même par rapport à l'épreuve, même par rapport aux échecs. Mhm. Parce que quand on est éprouvé, quand on a une porte qui se ferme ou qu'on a un échec, ben, dans le court terme, dans l'immédiat, on ne comprend pas pourquoi. On est en colère, on est fâché, on se dit non, pourquoi? C'est pas juste. Et quelques Mhm. temps après, tu te rends compte, mais en fait, quel cadeau c'était. C'était énorme parce qu'en fait, l'épreuve, elle t'abîme, elle te bouscule, mais elle te réforme surtout et elle te transforme. Et quand tu vois ça comme ça, ben en fait, même dans l'épreuve, tu lâches prise en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de confiance qui s'installe et qui fait que voilà,
que les personnes toxiques, que les personnes qui veulent faire du mal, que les personnes bon, voilà, où les portes qui se ferment, en fait, ça a du sens. Bon, il y a la Mm. question du destin, puis il y a la question aussi du libre arbitre, il y a la question, tout ça qui rentre en compte. Hein, et je ne sais pas comment t'expliquer ça, parce que c'est très difficile d'expliquer avec des mots quelque chose qui est de l'ordre, finalement, parfois même pas très rationnel, hein, et tellement Oui, spirituel. Mais en tout cas, pour moi, s'il y a bien un objectif dans sa vie qui est lié au sens, c'est d'accéder à la paix intérieure. Moi, la paix de son cœur, c'est quelque chose qui est essentiel. Et pour avoir la paix intérieure, ben, même d'autres philosophes comme Spinoza l'ont dit, hein, c'est qu'en fait, on est bien, on est heureux quand on arrive à concilier ses aspirations les plus profondes avec ce qu'on fait. Et les gens qui ressentent un décalage entre ce qu'ils font et entre ce qu'ils sont, ils vont être tiraillés. Il y aura quelque chose ça va pas aller. Mais quand tu arrives à concilier les deux, ce que tu es à l'intérieur de toi profondément, et que la socialisation, la société, l'éducation a parfois étouffé, mm. si tu concilies ce que tu es avec ce que tu fais, il y a quelque chose de magique qui se crée. Oui, oui. Ah, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est super intéressant, merci pour ton partage. Je voulais revenir un peu maintenant sur ton travail actuel. Donc, tu dis que tu étais manageuse. Je ne sais pas si ça se dit manageuse, manager. Vous faites quoi exactement? Alors, donc, je travaille dans un organisme public de l'emploi où il y a 1600 personnes. Donc, j'étais d'abord experte analyse sur les questions de diversité, inclusion et discrimination. Et puis, un an après, on m'a demandé de prendre en main un tout nouveau service qu'il fallait créer. Donc, il fallait créer un nouveau service qui était dédié à l'inclusion des personnes discriminées sur le marché du travail. Alors, c'était un Mhm. service qui n'existe nulle part ailleurs. On a fait un benchmarking pour voir un peu s'il y avait des services similaires qui travaillaient tant sur la lutte contre la discrimination à l'emploi, mais aussi sur l'insertion socio-professionnelle de ces publics, et il n'y en avait pas. Donc, on avait un nouvel outil à créer. Et donc, ça s'appelle Actiris Inclusive, service anti-discrimination. Et c'est un service euh, où on a pu engager des personnes qui ont des expertises sur des thématiques de discrimination bien précises, donc sur l'origine, sur le genre, sur le handicap, sur les afrodescendants, sur l'âge aussi. Et donc, sur ces différents critères, nous accueillons chaque jour, donc mes collègues de première ligne, des chercheurs d'emploi qui galèrent pour trouver du boulot en raison d'une différence. Et Mhm. nous les accompagnons sur le plan juridique, sur le plan psychosocial, parce qu'une personne qui est discriminée, c'est une personne qui est souvent brisée, mais surtout sur le plan de l'insertion socio-professionnelle pour aider à trouver une solution vers la mise à l'emploi. Parce que quand ils viennent pas parce qu'ils veulent porter plainte, pas toujours, ils veulent parce qu'ils veulent trouver un job. Donc voilà, j'ai la chance de faire un métier formidable qui a du sens aussi Mhm. et qui permet vraiment d'être utile aux personnes qui sont fortement exclues de notre société. Oui, c'est trop bien, c'est super intéressant. Et comment je t'ai retrouvé là? J'ai jamais pensé passer du monde académique à la fonction publique. Jamais, jamais. Mhm. Et donc, c'est aussi en fait une coïncidence, une surprise, une porte qui s'est ouverte, vraiment par hasard, hein, donc entre guillemets par hasard. Et voilà, je me suis vraiment retrouvée là. Je ne sais pas comment t'expliquer en fait. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui m'a contactée parce qu'il voulait que je rejoigne un conseil d'administration. Puis j'ai dit, écoute, là, franchement, il faudrait que je mette mon énergie quand même pour trouver un nouveau job. Elle m'a dit, ah, bah, tiens, dans notre boîte, il y a une boîte qui s'ouvre. Puis j'ai candidaté, j'ai passé tous les assessments, les différentes évaluations. Puis j'ai été prise. Me voilà, en tout cas. Dans ce service qui est passionnant. Et donc, je suis dans la fonction publique et c'est vraiment génial parce que la fonction publique permet aussi de pouvoir concilier vie familiale, vie professionnelle. Euh, c'est pas comme dans le privé où Mhm. peut-être la pression est beaucoup plus forte. Là, on se donne une pression énorme parce qu'on est face à un enjeu énorme de société, hein, parce que les discriminations, comme je le disais tout à l'heure, elles sont massives. À Bruxelles, 80% des chercheurs d'emploi sont d'origine étrangère. Et à Bruxelles, trois quarts de la population est d'origine étrangère. Hein. Donc,
C'est énorme. Enfin, je pense que tu le sais peut-être, mais Bruxelles est la ville la plus cosmopolite d'Europe. C'est la Mhm. deuxième ville la plus cosmopolite au monde après Dubaï. Ah ouais. Donc, on est face à de vrais défis en matière de diversité et d'inclusion des personnes de toutes les origines culturelles et sociales. Ok. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par l'activisme. Est-ce que tu te considères déjà comme activiste, toi? Ou pas Euh, spécialement? euh, J'avais un peu des difficultés avec le terme activiste parce qu'il y a une parfaite connotation péjorative Oui. dans l'activisme, Mhm. euh, militant aussi. euh, Non, c'est pour ça que j'aime bien le mot entrepreneur social, en fait, parce C'est ça. il s'inscrit vraiment dans le cadre d'une vision et d'un projet de société qui se veut promouvoir le vivre et le faire ensemble. Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui sont intéressées par ça, que ce soit pour la défense des droits de tel ou tel type de communauté ou de personnes ou tout le monde? Euh, c'est quoi pour toi les moyens d'action les plus efficaces, intéressants pour eux? Je pense que ce qui est déterminant, ce sont les rencontres humaines aussi. Si on a cette étincelle en soi qui dit que je veux être une actrice ou un acteur de changement, mais qu'on ne sait pas comment faire, on ne sait pas où s'adresser, c'est qu'il faut pouvoir pousser sa curiosité jusqu'au bout. Et si on est intéressé par un enjeu de société, je prends par exemple les enjeux climatiques, qui est un véritable enjeu sur lequel il faut vraiment qu'on s'y engage, mais c'est vraiment d'essayer de pénétrer cet écosystème. Et donc, ça veut dire, c'est participer à des rencontres qui sont organisées sur cette thématique. C'est de rencontrer les personnes qui travaillent là-dessus. C'est de faire du bénévolat dans ces associations. C'est de lire et se documenter un maximum. C'est de suivre vraiment les conférences, les rencontres. C'est de s'enrichir d'une série de connaissances. Et puis, en fait, les choses, elles se font petit à petit, en fait. Si l'intention, elle est sincère, eh bien, après, le reste suit, en fait. La question de l'intention, elle est essentielle. Elle est fondamentale. Parce que certains s'engagent parfois pour leur ego. Certains s'engagent euh, pour se faire connaître, pour vraiment leur truc, en fait, leur projet de carrière. Ça se sent très, très vite, en fait. C'est-à-dire que si on ne Mhm. s'inscrit pas dans un projet qui est collectif, d'intérêt général, altruiste, alors on passe à côté, en fait. On n'y arrivera pas. Si par Ouais. contre la démarche est sincère, désintéressée, altruiste, après les choses, elles se font automatiquement, mais vraiment automatiquement. Moi, quand j'ai commencé, c'est parce que j'avais vu à la télé, enfin, je l'ai eu depuis tout le temps, hein, toute petite, hein, voilà. Les personnes qui sont engagées ont souvent une sensibilité très forte sur les questions de justice, hein. Elles sont très sensibles aux questions de justice. Elles se trouvent dans une situation très empathique. On va dire qu'elles arrivent, Mhm. même hyper empathique, hein, avec une hypersensibilité. C'est-à-dire qu'elles arrivent à ressentir ce que l'autre ressent de façon très forte. Et tout ça, ce Mhm. sont des moteurs aussi de l'action. Et en fait, moi, quand j'ai commencé vraiment à m'engager, c'était quand j'avais vu dans une chaîne une guerre, une guerre où j'avais vu des enfants et des femmes qui étaient en souffrance, quoi. Et moi, de là où j'étais, je veux dire, j'étais encore au collège, je me dis, mais non, il faut faire quelque chose, c'est pas possible, on peut pas rester là comme ça. Même si Ouais. cette guerre, elle était à des milliers de kilomètres. Et j'ai Mhm. contacté une copine, j'ai dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et donc, on avait organisé une journée, je me rappelle, on avait été à une ONG en disant, on va organiser une journée, collecter des fonds pour pouvoir les aider. On nous avait regardé un peu en disant, passez votre chemin. Et nous, non, hein, on s'est dit, on va le faire. On a organisé comme ça la première journée qui a réuni 500 personnes. On avait Waouh. récolté des fonds énormes, on avait préparé les sandwichs, on avait demandé à des jeunes de faire du théâtre, on avait fait une conférence. Et ça a commencé comme ça, en fait, hein, je veux dire, très naïvement, très naïvement. Et puis après, on s'est dit, ah, mais dans le quartier, il y a des personnes qui n'ont pas de quoi manger. Comment faire pour distribuer? Donc, on a fait une collecte de vivres non périssables. Mais comment est-ce qu'on pourrait avoir leur adresse et comment on pouvait organiser ça? Donc, on avait été l'organisme qui s'appelle chez nous le CPS, c'est un peu chez vous en France le SMIC. Est-ce qu'on peut avoir, c'était naïf, on peut avoir les adresses des personnes en situation de précarité. Bon, on ne donne pas des adresses comme ça. Ok, mais c'est pas grave. On va mettre un numéro de téléphone et les gens qui veulent un colis alimentaire peuvent nous contacter. On fait des permanences. Et on s'amuse à faire des colis. On a commencé à distribuer. Mais vraiment très naïvement, je veux dire, on avait Mhm. 16, 17 ans, quoi. Et de fil en Waouh. aiguille, ben, ça commence comme ça. Et puis,
ça finit à organiser une grande manifestation qui réunit 10 000 personnes pour dire non à la haine et à la terreur après les attentats, qui a réuni des gens de toutes les origines culturelles et sociales. Et puis ça finit enfin ça finit, j'espère que ça va continuer, mais alors que j'étais incapable de prendre la parole devant 5 personnes, c'était impossible pour moi. Et puis Hmm. après, on a amené à prendre la parole devant 10 000 personnes dans un podium pour appeler les gens à mobilisation. Donc voilà, c'est la vie nous réserve des surprises. L'intentionnalité, c'est la première des choses. Hein. Pourquoi je veux le faire? Si c'est pour faire créer du sens dans mon quotidien, pour avoir de l'impact aux personnes euh, qui en ont le plus besoin, après tout se fait comme par magie en fait. Hmm. Trop bien. Écoute, je suis impressionné. Au collège ou au lycée, je sais pas, 500, réunir 500 personnes pour lever, pour lever des fonds pour une cause, c'est impressionnant. Moi, à cet âge-là, je sais pas ce que je faisais, mais ça devait pas être glorieux. Euh, Fatima, je te remercie beaucoup pour ton partage d'expérience. C'était super intéressant. Avant de finir sur les petites questions que je demande habituellement à la fin, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je vais te remercier pour cet échange parce que je crois que c'est l'une des premières fois où je parle à cœur ouvert. D'ailleurs, je suis un peu perturbée parce que c'est vrai que c'est très rare d'avoir des espaces où on peut parler finalement de soi et du pourquoi. En tout cas, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as des références, des livres, des podcasts, des choses à recommander, des journaux, des magazines que tu recommandes? La question est à me poser parce que bien évidemment, il y en a plein. Alors, tout comme toi, moi, je suis passionnée par tout ce qui est inspiré de faits réels. Donc, moi, je suis très cinéphile et donc mes choix de films vont prioritairement aller vers des vrais parcours, en fait. Des vrais parcours qui vont vraiment m'inspirer. Et j'ai vu des films, moi, qui ont été de véritables claques. D'ailleurs, en fait, tous mes choix littéraires, cinématographiques, vont dépendre de ce paramètre-là. Est-ce que ça va me permettre de me transformer, de me changer? Donc, donc voilà, et là, je peux te citer une quantité de films là-dessus. Là, pour le moment, je regarde une série assez intéressante. C'est sur les... ça se passe au XIIIe siècle. Ça se passe... c'est vraiment les prémices de l'Empire ottoman. C'est une série turque qui s'appelle Ertugrul, qui Ouais. fait apparemment un tabac en Amérique Hmm. latine, au Pakistan, en Inde et même en Afrique du Sud. Et là, ça raconte vraiment le père du fondateur de l'Empire ottoman, qui est Ertugrul. Et ça se passe au XIIIe siècle avec les croisés, avec les Byzantins. C'est une série historique que vraiment je Les conseille, Mongols. qui est Je l'ai vraiment... vu, hein, je l'ai vu cette série. Ah, Je et voulais pas donc, la voir, mais ma femme m'a entraîné dedans et finalement, je l'ai terminé. Je te d'accord. rejoins au milieu et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ça. C'est parfois un peu, c'est un peu exagéré des fois, mais c'est super Oui, oui, intéressant en oui. termes de. Alors, c'est pas de la grande production hollywoodienne, hein, je veux dire, avec les batailles, effectivement. Hein, c'est pas, on voit bien que les moyens sont limités, mais en tout cas, elle est intéressante. Et il y a des films aussi comme Joy, par exemple, qui est l'histoire d'une femme entrepreneur aux États-Unis, qui est vraiment très, très intéressant. C'est une femme, voilà, qui n'est pas soutenue par personne et qui va vendre. Enfin, voilà, je vais pas spoiler le film, mais Joy, Joy, est vraiment un film passionnant. Mais il y en a plein Ok. d'autres. Au niveau des ouvrages, moi, j'aime bien Amin Malouf. J'adore les romans historiques. Il y en a plein aussi que je pourrais conseiller, mais Amin Malouf, moi, il m'a marqué durant mon adolescence parce que c'est la première fois qu'il y avait un auteur que je pouvais lire qui pouvait parler d'un monde que je ne connaissais pas, qui n'était pas enseigné à l'école, du monde arabo-musulman. Et donc, c'est vrai que Les croisades vues par les Arabes ou Lions africains ont été des ouvrages qui m'ont profondément marqué. Ok. Et Trop bien. même ces essais, hein, Hmm. l'identité meurtrière, enfin voilà, tous ces bouquins sont à lire. Ils sont dans ma bucket list déjà, mais là, ils viennent de monter un palier encore. Euh, mais ok, trop bien. Amin Malouf et quelques films. Tu sais qu'il y a la suite de Arthur Loul qui Oui, avec s'appelle Haussmann, Earthman, hein. Oui, mon que je viens de papa a commencer. commencé, il m'a dit que c'était génial. Mais qu'est-ce que c'est long? C'est Donc, très très voilà. long. C'est Mais très voilà, mais très long. même Ouais. Crown, la série Netflix Crown est très intéressante aussi. Hein. Je la regarde en anglais parce que voilà, je regarde une série en anglais
avec sous-titres en anglais pour améliorer mon anglais. Donc, c'est aussi une façon d'apprendre sans prendre des cours. Oui. Et un module qui s'appelle Learning English, non, Language with Netflix que je conseille à vos auditeurs, qui permet en fait d'avoir vraiment les sous-titres dans toutes les langues pour apprendre des langues. C'est une chouette façon. Et Crown aussi, hein, qui est une série, voilà, tout ce qui est inspiré de faits réels, je prends. Ok, trop bien. Si les auditeurs souhaitent te suivre, te contacter, est-ce qu'il y a un moyen? Tu es dispo sur les réseaux sociaux? Oui, mais alors je ne suis pas sur Facebook parce que je trouve que c'est très anxiogène et il y a beaucoup trop de trolls. Donc, j'ai désactivé mon compte Facebook. Par contre, je suis sur Instagram où je trouve que c'est beaucoup plus good vibes. Et alors sur LinkedIn aussi, qui est un réseau professionnel Hmm. qui est vraiment formidable, je trouve, parce qu'il est très, très, très constructif. Très bien. Là, je mettrai tout ça en description, Fatima. Je te remercie. Fatima, je te remercie encore pour ton temps. On a eu du mal à poser ce créneau, mais on a finalement réussi et j'en suis très content. On a bien fait d'insister. Et Et je te remercie d'avoir pas lâché, hein. Ça, c'est une belle leçon à nos auditeurs. Quand vous avez un objectif, ne lâchez pas. Ça, c'est, moi, j'admire ça, vraiment. Bravo. ouais, c'est pas grand-chose. Je te souhaite tout le courage et je te souhaite plein d'aventures encore impactful avec de l'impact. Et puis voilà, tout le meilleur. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne continuation et merci pour ce que tu fais. Je pense que c'est vraiment important. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai eu l'occasion d'écouter tes podcasts qui m'ont inspiré également. Merci beaucoup. Je te remercie. Salam alaikum. Alaykoum salam. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.